Dans cet épisode, nous allons parler de apprendre le chinois à 4 ans, l'humour et les Chinois, et quelques conseils sur l'apprentissage du cantonais. Bonjour, c'est Cédric Beau et bienvenue dans l'épisode 7 de La Chine, le chinois commencez vraiment, #LCLCCCV, dans lequel je réponds à vos questions en vous présentant la Chine tel chinois, tel que je les vois et tel que je les vis. Alors, bonne nouvelle, j'ai du bois pour ma cheminée. On attaque tout de suite les questions avec une question de Sébastien. Bonjour Cédric, je suis actuellement la méthode Cramp avec passion. Je suis le seul à parler chinois à la maison. Ma fille, qui va bientôt avoir 4 ans, m'écoute régulièrement travailler avec ta méthode et commence à retenir quelques mots de chinois. Je souhaiterais savoir si ce n'était pas trop tôt pour elle, au risque de mélanger le français et le chinois. Comment font les parents bilingues, que ce soit ici ou bien en Chine? Merci d'avance pour ta réponse, Sébastien. Alors, effectivement, là, je suis bien placé pour répondre à la question, étant donné que moi, à la maison, donc maintenant, je parle français le plus possible, et mon épouse chinois le plus possible, justement pour réguler un petit peu la tendance à parler trop chinois de notre fils. Alors, je vais vous raconter un petit peu ma vie, mais comment ça se passait à la base. Il faut savoir que on aura généralement une langue qui va être prédominante, et il y aura toujours une langue qui sera plus forte que l'autre. Après, peut-être que ça va ralentir effectivement l'apprentissage du français si on fait vraiment du bilinguisme. S'il y a quelques mots par-ci, quelques mots par-là, ou des cours de temps en temps, il n'y a aucun risque. Par contre, si tu la mets dans un environnement chinois et en même temps toi tu lui parles en français, là on va parler de bilinguisme. Donc au pire, si tu veux lui donner des cours de chinois à 4 ans, il n'y a aucun souci. Crois-moi, en regardant Dora l'exploratrice, elle fera de l'espagnol et de l'anglais aussi, et ça ne posera pas de problème. Elle dira open pour ouvrir la porte, mais il y aura aucun souci, elle mélangera pas tout au final. Surtout, peut-être à 3 ans et demi, si on arrive sur les 4 ans, peut-être qu'on peut mélanger un petit peu, mais quand on arrive ensuite à 4 ans, 5 ans, eh bien, on comprend, il suffit de leur expliquer aussi aux enfants, eh bien, qu'il y a plusieurs langue. Alors, nous, comment est-ce qu'on fait, comment ça fonctionne? Eh bien, il y a beaucoup de parents bilingues et malheureusement qui vont pas enseigner forcément leurs deux langues. Moi, je recommande donc soit quand on veut vraiment faire du bilinguisme, soit faire à l'intérieur de la maison une langue, à l'extérieur de la maison l'autre langue, soit un parent une langue, l'autre parent l'autre langue. Et ça veut dire du coup que tout le monde peut proposer à ses enfants la possibilité d'être bilingue. Ça, c'est vraiment important. Et ça dépend à quel point est-ce que vous voulez le faire d'ailleurs. J'ai eu l'histoire qui m'a été contée il y a quelques jours seulement d'un infirmier qui lui était né de parents bilingues, n'avait pas eu cette chance justement d'avoir eu les deux langues, de baigner dedans quand il était tout petit. Et pour éviter que son fils ait le même problème, alors que lui, ils étaient pas du coup un couple de deux personnes de nationalités et de langues différentes, il a tout simplement déménagé en Angleterre pour que, quand son fils, il est à l'extérieur de la maison, il parle anglais, et quand il est dans la maison, lui, il parle français. Du coup, on n'a pas besoin forcément d'être deux parents de nationalités ou de langues différentes pour proposer le bilinguisme dès l'enfance à son enfant. Et c'est vraiment un atout, les langues. C'est un atout, alors pour le développement du cerveau, ça j'en ai parlé plein de fois et j'ai souvent des articles qui me sont envoyés, vous savez que j'adore ça et on m'en envoie souvent de plus en plus d'ailleurs. Mais c'est pas grave si on reste tout simplement, ne serait-ce que pas pour le développement du cerveau, pas pour Alzheimer, pas pour vivre plus longtemps, pas pour être plus intelligent, etc., être plus logique. Bon voilà, au final je en aurais parlé quand même. Et qu'on veut juste garder l'option, je ne sais pas moi, carrière, emploi, vie, facilité pour être accepté dans une université, tout ça, rien que ça, c'est vraiment énorme comme chance que l'on peut donner à un enfant, s'il est bilingue naturellement. Et après, j'en ai déjà parlé aussi, plus on apprend de langue, plus c'est facile d'en apprendre de nouvelles. Donc s'il est bilingue en étant enfant, il a déjà une facilité pour la suite. Et donc plus on a de langue après, plus ça sera encore des avantages. Il y a aussi quelques inconvénients, j'en ai parlé, comme le fait d'avoir souvent, justement comme ça, voilà, un mot sur le bout de la langue, cette expression française là, un mot sur le bout de la langue, c'est quelque chose qui arrive plus souvent aux personnes qui apprennent plusieurs langues. Mais on a plein d'avantages à côté. Les contres, ils sont vraiment faibles par rapport au pour. Voilà donc comment ça fonctionne. Donc comment font les parents bilingues en général, que ça soit ici
ou en Chine, il faut savoir que c'est un petit peu difficile de faire des généralités, mais je trouve qu'en général, eh bien, les parents, ils y prêtent pas vraiment attention. Ils y font pas attention et ils comprennent pas la chance qu'ils peuvent offrir à leurs enfants en y réfléchissant un petit peu. Voilà. Alors, deuxième question d'anonyme qu'on va appeler Alfred par exemple, qui me dit bonjour, bonsoir, j'aurais aimé savoir, ça rime en plus, ça c'est sympa, quel type d'humour touche le plus les Chinois? En vous remerciant. Alors, l'humour, j'ai envie de dire l'humour peut-être un petit peu noir. J'ai trouvé qu'il marchait beaucoup, alors que ça soit des blagues de cul, ou bien alors des blagues racistes, ou bien alors des trucs comme ça, mais c'est un petit peu la même chose qu'en France au final. Le type d'humour, c'est un petit peu le même type d'humour peut-être extrême qu'on a nous en France. C'est vrai que parfois, eh bien, comme la langue n'est pas la même, si on fait un jeu de mots pourri, ils vont pas trouver ça drôle. Mais les blagues, si vous faites des blagues classiques, ça posera pas de problème. Après d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur l'humour chinois, vous pouvez retrouver pas mal de choses sur Internet. Vous pouvez aussi vous renseigner sur le spectacle de Patrick le Chinois. Là, j'en ai parlé il y a pas longtemps. Il prend plein de blagues chinoises du coup qui sont marrantes pour les Chinois, qui sont pas forcément d'ailleurs marrantes pour nous. Donc effectivement, c'est pas. Alors pour les blagues, on peut trouver des points communs, mais pour l'humour en général, par exemple mettre une note d'humour dans un discours ou des choses comme ça, si c'est la question, là effectivement c'est un petit peu plus subtil et du coup je saurais même pas vraiment comment y répondre parce que c'est compliqué à expliquer. C'est vraiment compliqué à expliquer et plutôt que de dire n'importe quoi, eh bien je vais rien dire. Si vous voulez par contre avoir un panel de l'humour des Chinois et que vous parlez un petit peu chinois, du coup ça serait mieux. Allez tout simplement sur les forums. Sur les forums on a, mais c'est pareil sur les forums français, on a toujours de l'humour bien français. Sur les forums anglais, de l'humour bien anglais. Bien allez sur les forums chinois. Et bon, bien évidemment ça sera en chinois. Et si vous parlez chinois c'est encore mieux. Et il faut un bon niveau d'ailleurs pour l'humour. Et là, eh bien vous aurez une vue plus poussée. Si vous avez vous des connaissances ou un complément que vous pourriez apporter à cette réponse donc sur l'humour des Chinois, n'hésitez pas à le mettre en commentaire sur la vidéo YouTube donc correspondante à ce podcast, donc épisode 7, parce que moi je vois pas donc quoi dire de plus, du coup je vais rien dire de plus. Voilà, comme ça on perd pas de temps. Question numéro 3 de Pierre qui me dit bonjour monsieur Beau, bravo pour ce que vous faites, c'est très pédagogique, clair et intéressant, vous savez plein de compliments, ça c'est sympa, sur la Chine et la langue chinoise. Je me suis mis au cantonais, avez-vous quelques conseils, quelques références, avez-vous quelques notions de cantonais? Cordialement donc Pierre qui est de Lyon. Alors ça fait beaucoup de questions, je vais les prendre une à une. Alors où est-ce qu'on en était? Je me suis mis au cantonais, avez-vous quelques conseils, quelques références? Quelques conseils? Oui, j'ai envie de dire pas trop s'inquiéter pour les tons, parce que souvent les gens disent oui, il y a 9 tons en cantonais, ça va être horrible, tu vas jamais y arriver, et puis on est sur des caractères traditionnels. Je pense que pour la partie orale, si on fait beaucoup de labo de langue, donc renseignez-vous sur le labo de langue, j'en ai parlé plusieurs fois, eh bien on va y arriver donc sans problème. Les tons, ça va pas être au final le plus important, c'est pas ça sur quoi on doit passer, c'est pas ça sur le point sur lequel on doit dépenser nos efforts. Pour la grammaire d'ailleurs, pas trop de problème non plus. On a une grammaire qui est un petit peu propre au cantonais, on a une grammaire qui est un petit peu propre au mandarin standard, et ce qui est bien, c'est quand on passe du mandarin standard au cantonais, il n'y a pas de souci. Parce que la grammaire en mandarin standard, si on la fait en parlant donc en cantonais, en mettant les caractères avec la prononciation cantonaise, eh bien ça ne pose pas de problème en règle générale. Par contre, l'inverse n'est pas bon. Si on commence par le cantonais et qu'ensuite on attaque le mandarin standard, là la grammaire, eh bien il faudra réapprendre les bases. Donc le conseil du coup, c'est si vous avez la possibilité et que vous avez le temps, d'abord apprendre le mandarin standard. Et c'est pareil, j'ai donné plein d'astuces et tout ça pour passer du simplifié au traditionnel. Tout en ayant appris le simplifié d'ailleurs avec la méthode Cram par exemple, tout en ayant appris le simplifié en passant par l'étymologie, ça aide énormément. Par contre, passer du traditionnel au simplifié, parfois ça pose problème parce que parfois c'est pas logique du tout. Donc ça va poser problème par exemple pour la grammaire, ça va poser problème pour pas pour la prononciation, ça va. Ça va poser problème pour les caractères, la simplification des caractères peut-être aussi.
Donc voilà ce que je recommanderais. Après, moi c'est aussi comme ça que je l'ai fait et ça s'est fait très vite. Hein. J'ai appris quelques bases de cantonais, puis il y aura un kit cramp du cantonais aussi qui suivra, un petit livre que vous pourrez télécharger sur Kindle ou acheter en librairie. Je m'y suis mis comme ça, voilà, parce que j'ai souvent l'occasion de voyager à Hong Kong, à Canton, et dans toute la région cantonaise d'ailleurs pour visiter des usines, pour l'import, etc. Et Hong Kong pour le plaisir et pour l'entreprise. Donc du coup c'est comme ça que je m'y suis mis et ça a été super efficace et super rapide pour avoir ces bases. Après si on veut aller plus loin, je serais pas vraiment donné plus de conseils parce que moi j'ai vraiment travaillé de cette manière-là en passant donc du mandarin standard vers le cantonais et ça s'est fait vraiment très très facilement. Comme pour passer du mandarin standard vers un dialecte local, par exemple le Guyanghua donc de la région du Guizhou, là où j'ai mon appartement, là où je vis, enfin où je vis en règle générale parce que je voyage énormément. Là j'avais mis 3-4 mois maximum, donc ça va très très vite quand on a cette base, et tandis que quand on part d'un dialecte pour aller vers le mandarin standard, je trouve que c'est beaucoup plus difficile. Donc ça dépend, peut-être mets-moi en commentaire si tu as déjà de bonnes bases en mandarin standard, et là je pourrais t'orienter vers mes ressources, notamment pour passer des caractères simplifiés au traditionnel, voir un petit peu ce qui n'a pas été simplifié d'ailleurs, et mes quelques astuces pour la prononciation, notamment la bonne langue, la grammaire, il n'y a pas de souci, donc pour passer de l'un à l'autre aussi. Par contre, si tu commences par le cantonais, là j'aurais peut-être plus de difficultés, et c'est vrai que pour moi c'est pas trop logique de commencer par le cantonais étant donné que on va viser que une petite partie, un petit panel d'un gros potentiel, on va dire. Après bien évidemment quand on habite à Hong Kong, ou bien alors quand on habite dans la campagne de Canton et que votre épouse est cantonaise ou n'importe quoi, là ça peut être complètement différent, mais même là j'aurais tendance à recommander d'abord apprendre le mandarin standard. Enfin bon voilà. Donc pour mon avis, pour mes conseils, et puis voilà donc et la question la dernière c'était avez-vous quelques notions de cantonais? Oui. J'avais surtout commencé avec des phrases très basiques comme où sont les toilettes, etc. Et d'ailleurs ça m'a été très utile une fois quand j'étais dans la campagne du canton, et il y avait qu'un vieillard dans une ville abandonnée, très belle ville d'ailleurs, j'ai oublié le nom mais j'avais mis les photos sur Instagram, si vous voulez regarder c'est instagram.com/cédricbeau, tout collé. C'était il y a un moment déjà. Enfin bon, c'est pas grave, de toute façon j'ai pas beaucoup de photos sur Instagram. Et chercher les toilettes, et avec le vieillard, alors je lui demande en mandarin standard, puis il me fait quoi, et puis je me disais il doit être sourd parce qu'il avait l'air vraiment très vieux, il devait avoir au moins 150 ans ou 300 ans, et ensuite je lui pose la question en cantonais parce que j'avais appris ces quelques phrases basiques, et là tout d'un coup ça a débloqué la situation, ça a été très très intéressant, et puis c'est gratifiant quand c'est utile de toute façon. Alors voilà, donc voilà, je raconte encore ma vie. Voilà donc pour ces questions qui ont beaucoup tourné d'ailleurs sur le chinois, l'apprentissage du chinois donc à 4 ans, le chinois donc l'humour en chinois, et donc du coup le cantonais dialecte chinois. Mais c'était très très intéressant. Moi j'adore ces questions, j'espère que normalement j'avais prévu des podcasts de 10 minutes, et je me rends compte que plus j'en enregistre, plus ils sont longs. Donc j'espère que j'aurai pas trop dépassé encore une fois aujourd'hui. Mais bon, voilà. Si vous avez une question, moi c'est mon plaisir de toute façon d'y répondre, posez-la sur du-chinois.com/question au singulier. Et puis donc en attendant votre question, ma question pour vous aujourd'hui c'est je sais pas moi, à quel âge avez-vous commencé vous à vous intéresser à la Chine ou au chinois ou à une langue donc chinoise? Voilà, répondez donc en commentaire sur YouTube. Donc je vous mets le lien à chaque fois avec de la chaîne YouTube. Vous retrouvez donc ensuite l'épisode 8, ou bien tout simplement
dans le champ recherche de YouTube, hein, vous mettez LCLCCCV épisode 007 et puis donc vous retrouverez ça et puis vous pouvez laisser donc les commentaires et puis dites-moi voilà à quel âge avez-vous commencé à vous intéresser donc à la Chine ou aux langues chinoises. C'est intéressant et là aussi je pense que ça pourra faire l'objet d'un podcast futur. Moi mon histoire j'en ai déjà parlé plusieurs fois mais ça fait déjà 20 ans que j'avais commencé à avoir un intérêt pour l'Asie quoi. C'est dingue quoi, j'avais 7 ans à l'époque. Donc voilà, gardez l'esprit ouvert, et puis on se retrouve donc dans l'épisode 8, l'épisode de demain, pour continuer à tuer ensemble les préjugés.